Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coffee Shot. Salam alaikum. Donc aujourd'hui, pour cet épisode, je suis venu avec une personne avec qui je voulais pas venir, qui est mon cousin malheureusement. C'est Je une me suis nouvelle personne que incrusté, j'introduis dans le malheureusement. podcast. Ismaël, je te laisse t'introduire et nous introduire un peu cette nouvelle version du podcast. Bah écoute, déjà merci de m'avoir pris parce que j'ai été la dernière option. Absolument. C'est sympa de ta part. Écoutez, j'étais invité par le passé, j'étais à ta place moi, et là je suis présentateur avec toi. Donc le nouveau concept du podcast, c'est assez simple. En fait, c'est un nouvel espace de discussion libre. On parle un peu de sujets divers et variés, entrepreneuriat, histoire, sociologie. Et c'est un espace de discussion libre. On apprend justement, on échange. On en apprend sur les parcours des gens, un peu comme on faisait avant, mais avec un peu plus de thématiques traitées, je pense, Absolument. maintenant. Et puis aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Camille, Bonjour tout le euh, monde, salam alaikum. qui lui, il est agent immobilier chez Remax, puis il va nous parler un peu de son parcours. Et j'ajouterai parcours. courtier immobilier au Québec. Eh oui. Ça, Pour les c'est- personnes qui nous regardent au Québec. Donc, C'est vrai, c'est c'est un honneur de te recevoir aujourd'hui. Puis tu vas un peu nous parler de ton parcours, comment t'en es arrivé là. Je vais te laisser t'introduire du coup. Tout d'abord, Samy, merci beaucoup. C'est très apprécié d'avoir pensé à moi d'abord pour pouvoir venir parler à ce podcast-là. Donc, très, très, très apprécié. J'apprécie, j'ai regardé vraiment tous vos épisodes. Et puis, je le sais que tu étais le premier. Là, tu l'as inauguré. Et maintenant, c'est à moi d'inaugurer en tant que Ça se trouve dans 5 co-animateur. podcasts, il sera là lui à ta place. On sait jamais, hein, En c'est- fait, tu vas prendre ma place, Ouais, c'est ça, hein, c'est c'est ça. ça, je me méfie. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, moi, mon nom, c'est Kabil Kabaj, ou bien Kabil Kbaj, pour vraiment les Marocains, les Algériens, les Tunisiens et tout le Maghreb. Kabil Kbaj, je suis courtier immobilier résidentiel et commercial. Je suis fier, nouveau papa d'une petite fille également. Félicitations, Merci félicitations. beaucoup. Et C'est très d'un apprécié. beau chien que j'ai vu sur les réseaux sociaux. C'est vrai, c'est Ouais. vrai. Un beau petit chien qui s'appelle Balou, petit, mais qui est quand même assez Ouais. gros, là, assez imposant, là, tout blanc, Balou. Et puis, c'est ça, courtier immobilier, résidentiel, commercial, fier papa d'une petite fille. Et, c'est Déjà, première question. C'est quoi la différence entre un courtier commercial et résidentiel? Parce que les gens souvent n'ont pas tendance à comprendre. En fait, courtier résidentiel, c'est quoi? C'est quand tu fais 5 logements et moins. Ok. Courtier commercial, c'est quand tu fais des 5 logements et plus. Et en plus, tu peux rajouter du commercial. Donc, par exemple, tu peux vendre de l'industriel, tu peux vendre un mécanicien, par exemple, ou bien tu peux vendre une place qui a un IGA. Tu peux vendre plusieurs choses comme ça. Est-ce que ça nécessite une certification spéciale en plus ou Absolument. Donc, pour pouvoir être courtier immobilier au Québec, ce qu'il faut d'abord, c'est vraiment passer l'examen de l'ASCIQ en tant que résidentiel. Une fois que tu as fini le résidentiel, eh ben, tu peux faire le cours de courtier commercial. Donc, c'est une autre certification de plus. Donc, c'est sûr que c'est des heures de plus d'études, etc. là. Et ça prend combien de temps environ de devenir courtier? Est-ce que c'est difficile? En fait, pour devenir courtier, ça dépend. Tu as 2 chemins. Ok. Le premier chemin, c'est de le faire au public. Au public, ça va prendre à peu près 11 mois. Moi, personnellement, je l'ai fait au public, au Collège Maisonneuve. Ensuite, tu peux le faire également au privé. Par exemple, au Collège de l'immobilier, ça prend à peu près 5 à 6 mois. Différence, c'est quoi? Principal, c'est le prix. Public, ça coûte à peu près 600-700 $. Au privé, ça peut coûter jusqu'à 5 000, 6 000 $. D'accord, D'accord. ok. Comment ça? Toi, La tu l'as fait différence. via le public. Ça. Je l'ai fait via le public, Et exact. est-ce que tu, exact. tu dirais qu'il y a une grande différence en termes de formation ou ce qu'on apprend, c'est essentiellement la même chose Au bout du compte, c'est le même test que tu passes. D'accord. Donc, que tu le fasses au public ou que tu le fasses au résidentiel, Privé. au privé, Ouais. ça ne change strictement rien. D'accord. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a mené vers l'immobilier? Comment tu as trouvé ce métier? Très, très bonne question. C'est une très bonne question, celle-ci. Pourquoi? Parce que je pense que c'était vraiment on va dire, un chemin pour moi. Je ne le savais pas au début que j'allais devenir courtier immobilier. Et au final, quand j'y repense, je me dis comme quoi c'est un chemin normal. Pourquoi? Parce que moi, j'ai commencé en immobilier en 2015. J'avais un ami qui repartait en Tunisie, en fait. Il louait un appartement. Et puis, il m'a dit, tu sais quoi, Camille, je te fais confiance, fais ce que tu veux avec mon appartement. Moi, je paye 1 200 $ de loyer. C'était un 3,5 au centre-ville. Je paye 1 200 $ de loyer. Si tu arrives à le louer, par exemple, sur la plateforme Airbnb, ça serait bien de faire entrer 1 200 $.
Et le Je reste, sais pour toi. exactement, le reste, ça peut être pour toi, il n'y a pas de souci. Je lui dis, OK, très très bonne idée, vraiment, excellente idée. On va commencer comme ça. J'ai commencé à le mettre sur Airbnb et j'ai vu qu'il y avait une demande. C'était en 2015, il n'y avait pas encore des règlements, il n'y avait vraiment rien du tout en termes de Airbnb. Donc, ça a commencé à fonctionner. Je me suis dit, c'est pas possible. On arrive à rentrer $2 000 à peu près par mois. Le loyer coûte 1200 tout inclus. On arrivait à sortir une plus-value de $800. Je me suis dit, ah, opportunité ici. Il y a un filon, il y a un Il y a un filon par filon. là, il y a quelque chose à. C'est ça, il y a quelque chose par là. Donc, petit à petit, j'ai commencé à louer un deuxième appartement par moi-même, un troisième appartement par moi-même, un quatrième appartement. Par la suite, j'ai dit à mon frère, tu sais quoi, on peut commencer à le faire ensemble. Donc, j'ai loué plus d'appartements avec mon frère. Par la suite, avec un autre ami, avec un autre ami. Donc, on a commencé à louer de plus en plus d'appartements et j'ai eu jusqu'à une vingtaine d'appartements au total à Montréal entre 2015 et 2020 en même temps que je louais sur Airbnb. Ok. C'est comme ça que j'ai commencé vraiment l'immobilier. D'accord. Et j'aurais une question avant de Oui. finir. Quand tu dis vous louez des appartements, est-ce que vous étiez un groupe d'acheteurs, vous achetez des appartements, par la suite vous les louez ou comment ça se passe? Non, en fait, on louait seulement et ensuite on le mettait sur Airbnb. On demandait aux propriétaires à l'avance, juste pour vous laisser savoir comme quoi on va faire du Airbnb. Dans ce temps-là, c'était Ouais, pas c'était plus tabou. autant réglementé comme Exactement. aujourd'hui. où il faut, Exactement. C'était pas tabou dans ce temps-là. C'était en D'accord. 2015. Les gens, ils me disaient, oui, il n'y a pas de problème tant que tu payes mon un loyer. loyer, c'est ça. Il n'y a pas de souci Ouais. là. Vraiment, il n'y a pas de souci tant que tu payes mon loyer. Donc ça, c'est comment j'ai commencé à faire de l'immobilier au départ. Grâce à ça, j'ai réussi à acheter une première propriété. J'ai réussi à acheter une deuxième propriété. Donc déjà, j'ai toujours été intéressé à l'immobilier. Et par la suite, il y a eu la Covid. Quand il y a eu la Covid, je me suis dit, je vais faire mes cours de courtier immobilier. C'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc quand il y a eu la Covid, j'ai fait mes cours au collège D'accord. Maisonneuve En au fait, public. t'as commencé à l'envers. T'as Exact. commencé à devenir C'est ça. courtier. Et C'est après, ça. on a Et dit, par allez, la vas-y, on suite- va voir la certification. Exactement, Ok, d'accord. exactement. Donc c'était vraiment comme ça que je me suis dit, je veux devenir courtier immobilier. Ok, mais t'as pas eu peur avec la Covid de te dire, tu sais, d'aller dans ce milieu-là? Sincèrement, non. Au départ, je pensais pas trop loin non plus. C'est sûr que les premiers mois en tant que courtier immobilier, quand il y a eu la Covid, les premiers mois, vraiment, c'était mort. Il n'y avait plus personne. Ouais, dans Bah, les surtout rues, que il y avait le personne. marché, il avait quand même pas mal chuté. Moi, je me Exact. rappelle même, mon propriétaire, c'est le moyen moins cher à cette époque-là. Donc, ouais, c'était vraiment une période compliquée pour se lancer en tant que courtier, je suppose. Hein. Exact. Et ensuite, renversement de situation, c'était les surenchères incroyables pendant la Covid. Donc, j'ai pas vraiment vécu ça quand j'ai eu mon permis et que j'ai été courtier immobilier. Mais le marché, après ces 6 mois, 8 mois, on va dire que tout le monde avait peur, ben, il y a eu un renversement de situation. Donc, Il y a ok, eu- donc tu dirais que ça a surenchère. duré 6 à 8 mois. Et Exact. après, ça repartit. Exact. Après, j'ai envie de te dire, l'immobilier, c'est quand même, on va dire, une des valeurs les plus sûres hein, quand on veut investir. Je pense que tu vas un peu nous parler de ça. Non, c'est sûr. C'est clair que l'immobilier est une valeur, une des plus sûres. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui vont demander qu'est-ce qui est mieux, de louer ou bien d'acheter. C'est deux philosophies différentes. Avantages, inconvénients. dans les C'est deux. ça, exactement. Par exemple, quand tu veux louer, ben, c'est sûr que si tu investis ton argent ailleurs, ça peut être bien aussi. Si tu veux avoir une certaine liberté d'esprit de dire je veux pas toujours habiter à cet endroit-là, ça peut être une option aussi. Par contre, de l'autre côté, si tu veux investir en immobilier, vraiment, ou bien acheter une maison, par exemple, tu es en train de te dire, tu sais quoi, c'est pour l'avenir. Donc, tu gagnes, ce qui paye, c'est le temps. Et en général, c'est ça, le temps te paye souvent dans n'importe quel, que ce soit en business, que ce soit en immobilier, que ce soit sur le marché boursier, que ce soit vraiment n'importe où, c'est le temps qui va payer. Ouais, Donc, au final. Ok. Et par rapport à ça, admettons que moi je suis un premier acheteur, dépendamment de mes visions, on va dire que on va prendre une vision où je suis investisseur, je veux acheter des appartements pour les louer plus tard, etc. Ou alors je veux vraiment un chez moi. C'est quoi les différentes choses que je peux faire? C'est quoi mes options? C'est quoi la meilleure chose à faire? Je sais que c'est beaucoup de questions, mais Non, c'est ça. Est-ce que tu peux juste synthétiser la question Ouais. un peu plus doucement, s'il te plaît? admettons maintenant je suis un premier acheteur, d'accord? Ok. Je veux un chez moi. Oui. Je veux pas louer, je veux rien faire, Ok. je veux un endroit où habiter. C'est quoi la meilleure chose à faire pour moi? Bah, tout d'abord, si tu veux être un premier acheteur et pouvoir acheter, la première des choses, c'est d'avoir l'argent de la mise de fonds. Donc, il faut avoir l'argent de la mise de fonds pendant 90 jours dans ton compte en banque, parce que la banque, c'est ça qu'elle demande, 90 jours, que ça soit dans ton compte en banque pour pouvoir accepter cette mise de fonds. Donc, d'abord, on va chercher cet argent-là pour la mise de fonds. Par la suite, on appelle son courtier hypothécaire. Pourquoi? Pour avoir une préapprobation bancaire.
Parce que c'est bien beau. Parfois, tu te dis, écoute, moi, j'aimerais bien acheter un condo ou une maison à 500 000 dollars. Mais peut-être que tu ne te qualifies pas pour 500 000 dollars. Peut-être que tu te qualifies seulement pour 400 000 dollars. Donc, pourquoi aller rêver, par exemple, et aller se dire, je vais acheter quelque chose à 500 000 dollars alors que tu ne peux pas te qualifier? Ou bien, ça peut être l'opposé aussi. Tu te dis, moi, je vais aller chercher quelque chose à 500 000 dollars alors que tu peux te qualifier pour 600 000 dollars. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important. Avant de commencer ces recherches ou quoi que ce soit, appelez le courtier hypothécaire d'abord. Et par la suite, la troisième étape, ça serait d'appeler le courtier immobilier. D'accord, donc on passe d'abord par un courtier hypothécaire, puis après, on passe par un courtier immobilier. Exact. Et en général, comment on trouve son courtier hypothécaire ou courtier immobilier? Ça via la banque? Comment ça se passe? Oui, bah, c'est sûr que la façon la plus facile, c'est sûr que tu peux aller à ta banque. Tu vas à ta banque, tu leur dis, écoutez, j'aimerais bien acheter une maison. Comment je fais, s'il vous plaît? Ils vont te mettre avec un courtier. Ça va être un courtier, une personne qui s'occupe des hypothèques. Elle va te dire, OK, c'est quoi ton salaire? Donne-moi tes T4, donne-moi tes avis de cotisation, donne-moi ton slip de paye, etc. pour pouvoir voir pour combien tu peux te qualifier. Si vous vous posez la question, par exemple, combien je peux me qualifier juste vite fait comme ça, il y a une technique napkin qu'on appelle. Et puis, c'est quoi cette technique napkin? Tu multiplies par 4 ton revenu annuel brut. Et c'est à peu près ça que tu peux t'offrir. Donc, par exemple, si tu fais 100 000 dollars par année, tu vas pouvoir t'offrir 400 000. Si tu fais 200 000, 800 000. En général, ouais, Exact. C'est toujours plus facile à deux aussi d'acheter. Ah bah oui, c'est bien sûr, sûr. Voilà, parce qu'on c'est- additionne Ouais. les revenus. Exactement. Et ensuite, par la suite, le courtier hypothécaire te présente à un courtier immobilier ou tu regardes un courtier immobilier qui est dans ta zone. C'est ça, tu peux regarder un courtier immobilier qui est dans ta zone. Les banques aussi peuvent te référer au courtier hypothécaire. Mais je vous dis, le plus important, c'est vous pouvez m'appeler pour tous vos projets en immobilier. Ouais. Je prends la relève. En fait, je te faisais une passe D là. C'est ça. Je voulais te faire la Une petite passe passe décisive. décisive, mais toi, tu C'est ça. captais pas. C'est ça, exact. Et du coup, en fait, on a vu que tu travaillais pour Remax. Ça consiste à quoi travailler en tant que courtier immobilier pour Remax? Est-ce que on est comme un employé là-bas? On est entrepreneur? Comment ça se passe travailler pour Remax? Non, vraiment, en tant que courtier immobilier, tu travailles vraiment en tant que travailleur autonome. Donc, D'accord. Remax ne va pas te donner des leads, par exemple. Et en tant que courtier immobilier, ta priorité, c'est de générer des leads. Mhm. Donc, Remax ne va pas te donner des leads parce que tu travailles avec Remax. Remax, c'est quoi que ça te rapporte? C'est vraiment les plus grands. Les plus grands, c'est Remax. Donc, la visibilité de 1. Donc, par exemple, si tu vas à un rendez-vous d'inscription ou quoi que ce soit, c'est déjà assez difficile de se vendre soi-même. Tu n'as pas envie Ouais. de vendre en plus l'agence pour laquelle tu travailles. Ouais. Donc, quand tu dis Remax, en général, les gens, ils ne te posent plus de questions. Une Mhm. bataille de gagner, check. Ensuite, là, tu parles plus de tes services et c'est quoi que tu peux apporter aux clients. Ouais, en fait, etc. Remax te rapporte l'image de marque, en gros. Exact. T'as pas besoin de... Exactement. Et c'est sûr que tu as accès à beaucoup de notaires, tu as accès à beaucoup d'avocats grâce à Remax, tu as accès à plusieurs services que peut-être d'autres D'autres manières n'auront n'auront pas. Ok, donc c'est plus dur de se lancer en tant que courtier immobilier seul que si tu as une agence solide avec toi. Et C'est donc, du sûr. coup, je rebondis vraiment sur une question, c'est que tu m'as dit là, que Remax te filait pas de clients. Donc, comment toi, tu génères tes leads? Comment tu fais pour avoir tes clients? Très bonne question. Il y a 3 sources comment je génère les leads. Première des sources, c'est par les réseaux sociaux. Donc, je fais quand même beaucoup de réseaux sociaux. D'ailleurs, vous Ouais, pouvez... on a vu que tu étais pas mal présent sur les réseaux sociaux, tu Non, as mais- le contenu. Non, exact. Bon, Instagram, d'ailleurs, c'est agent Camille Cabage pour tout le monde. On mettra si jamais à la Ouais, fin, on mettra à la fin tous pour tes tes liens réseaux pour sociaux. les réseaux, Excellent. etc. Excellent, merci beaucoup. Ensuite, réseaux sociaux. Donc, je fais des vidéos pour vraiment essayer de vulgariser le processus d'achat et vulgariser le processus de vente également. Vraiment, je travaille comme si la personne avec qui je vais travailler, là, c'est vraiment comme si j'achetais pour moi-même aussi. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien C'est sûr. vraiment, j'essaye d'expliquer le plus simplement possible des concepts qui peuvent sembler difficiles. Parce que acheter une maison, là, c'est pas évident. Là. C'est sûr Ouais, que ouais. c'est un choix de vie. Là. Acheter une maison, ça va être des économies que tu as fait pendant toute ta vie. Ça va être vraiment, c'est pas, Ouais, c'est c'est pas une grosse facile. décision. Hein, Absolument. Exact, c'est une très très grosse décision. Aussi pour revenir, avant de repartir, de finir sur les réseaux sociaux et comment avoir tes leads, la deuxième aspect de ma question, c'est si je veux investir, je veux mettre la daronne à l'abri, d'accord? Ouais. Je veux acheter des... Tu l'as déjà mise, gros, Ah, arrête, donc c'est Je tout. veux pas dire, c'est tout. Je veux faire des investissements en immobilier, d'accord? Comment le faire? C'est quoi la meilleure façon de le faire, etc., etc. Admettons que j'ai pas une grosse somme à côté et je veux commencer en tant qu'investisseur en immobilier. C'est quoi la meilleure chose que je peux faire par rapport à ça?
Pour moi, vraiment, la meilleure façon de pouvoir faire de l'argent en immobilier, c'est vraiment d'aller chercher des 5 logements et plus. Pourquoi des 5 logements et plus? Parce que un investisseur, la raison principale d'un investisseur, juste pour vous dire, là, c'est vraiment de récupérer l'argent de sa mise de fonds le plus rapidement possible. Ensuite, comment aller chercher la mise de fonds? Tu m'as dit comme quoi tu n'as pas d'argent. J'ai pas T'as d'argent. pas beaucoup J'ai d'argent. pas beaucoup d'argent à Donc, côté. c'est possible de le faire avec du love money. Le love money, par exemple, c'est tout ton entourage, tu leur demandes de l'argent pour qu'ils puissent te prêter. Mais ce que j'aime dans les 5 logements et plus, c'est une question de chiffres. J'aime beaucoup les chiffres et c'est une question de chiffres. Tout se calcule avec un 5 logements et plus. Pourquoi? Parce que dans un 5 logements, c'est la valeur économique qui compte et c'est non la valeur marchande. Quand tu achètes une maison, un duplex ou un triplex, c'est vraiment combien s'est vendu le voisin. En fonction de combien s'est vendu le voisin, tu le sais combien ta maison elle vaut. Alors que dans du commercial, on va dire, ou 5 logements et plus, c'est la valeur économique. Donc, combien l'immeuble te rapporte. Donc, si par exemple, il me rapporte 100 000 $ par année, je le sais que mon immeuble, il vaut aux yeux de la banque à peu près 15 fois ça. Donc, il vaut 1,5 million l'immeuble. C'est vraiment comme ça. Donc, si tu arrives à acheter un immeuble que tu peux optimiser, par exemple, les revenus sont aujourd'hui de 50 000 $. Donc, l'immeuble, tu l'achètes, on va dire 15 fois les revenus, c'est 750 000 $. OK? Si tu arrives à l'optimiser, augmenter à 100 000 $, eh ben, tu viens de faire quand même 750 000 $ parce que tu peux vraiment aller à la banque. Et la règle à la banque, c'est quoi? C'est qu'elle te prête toujours 80% de la valeur marchande ou de la valeur économique de ta propriété. Donc, si tu peux aller chercher cet argent-là, c'est sûr que c'est le moyen, selon moi, c'est vraiment le meilleur moyen pour pouvoir faire de l'argent en immobilier. Dans ton raisonnement là, l'immeuble te rapporte 50 000 $ par année, d'accord? Quand tu dis optimiser l'immeuble, c'est-à-dire que tu vas l'acheter d'abord, ensuite l'optimiser et ensuite aller chercher de l'argent chez la banque pour réinvestir dans un autre immeuble ou dans le même Exact. immeuble? Non, c'est pour investir dans un autre immeuble. C'est ce qu'on D'accord. appelle le refinancement. Tu es en train de refinancer le même immeuble, en fait. Mais en fait, ma question, c'est comment tu l'optimises? Il y a plusieurs façons de l'optimiser. C'est, par exemple, de réussir, si tu arrives à parler avec les locataires, par exemple, et tu augmentes comme je vous ai dit, chaque dollar que tu augmentes le loyer, c'est 15 $ aux yeux de la banque. Donc, tu peux aller, par exemple, aller les voir et leur dire, écoutez, il vaut tant, je vais faire tant de rénovation, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Maintenant, le loyer, par exemple, c'était 700 $, ça va devenir 800 $. Donc, 100 $ fois 15, tu viens de faire 1500 $. D'accord. Alors, justement, tu parlais de rénovation. Est-ce que aussi dans l'immobilier, j'avais entendu parler de cette technique, c'est en gros, on achète des immeubles qu'il faut en général rénover pour que l'appartement ou peu importe gagne de la valeur. Puis après, on peut mettre les loyers plus chers. Est-ce que ça, c'est une bonne stratégie en général ou c'est mieux d'acheter neuf? Ça dépend de la stratégie. C'est ça dépend de chaque personne et qu'est-ce qu'elle est à l'aise à faire et qu'est-ce qu'elle aime faire. Encore une fois, dans les 5 logements et plus, c'est une question de calcul. Donc, tu me dis, par exemple, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas un gros revenu non plus. Quand tu achètes des 5 logements et plus, ils ne regardent pas combien toi tu fais personnellement. Ils regardent combien l'immeuble fait. Et c'est comme ça qu'ils te prêtent l'argent. Donc, tu n'as pas besoin d'une mise de fonds avec la même technique que tu nous as dit tout à l'heure, x4. Exact. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne comment, du coup? Ça veut dire, pour là, si je veux faire comme tu as dit, c'est quoi l'analyse qu'ils vont faire? Ça dépend. Vraiment, ça dépend. Parce que c'est sûr qu'il va falloir mettre une mise de fonds Oui, quand bien même assez évidemment, importante. Parce que les immeubles que tu vas trouver, par exemple, à Montréal, ça rentre jamais dans son argent. Ouais. Normalement, le ratio, il doit être de 1,1 pour qu'il te prête jusqu'à 95% de la valeur de la propriété. Donc, par exemple, si tu achètes une maison, on va aller avec des chiffres plus simples. Tu achètes à 100 000 $, vraiment. Et si l'immeuble, il te rapporte, par exemple, 1100 $, ils vont te prêter jusqu'à 95% de la valeur. Donc, c'est-à-dire 95 000 $. Mais par la suite, souvent, à Montréal, les immeubles ne sont pas rentables. Donc, il va falloir mettre un peu plus d'argent de mise de fonds. Mais encore une fois, cet argent-là de mise de fonds, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Que vraiment, le principe numéro 1 d'un investisseur immobilier, c'est de récupérer l'argent de sa mise de fonds le plus rapidement possible. Donc, si tu arrives à optimiser encore une fois l'immeuble, l'argent que tu as mis au départ, tu peux aller le chercher, tu peux aller le récupérer beaucoup plus facilement en 2 ans, 3 ans, 4 ans, par exemple. Tu peux aller récupérer pour acheter un autre immeuble, comme tu as dit tout à l'heure, Samy. Et refinancer, en fait, le refinancement, c'est aussi une bonne manière de s'enrichir en immobilier, je suppose. Exact. Moi, sincèrement, moi, je trouve que c'est magnifique, le refinancement. Allons avec un exemple simple. Juste d'une maison, valeur marchande, on ne va même pas parler du commercial. Vraiment. Tu achètes une maison aujourd'hui à 100 000 $. Dans 5 ans, oui, c'est sûr que c'est pas possible. On va pas la trouver, mais c'est ça. Mais c'est des chiffres, c'est juste pour vraiment expliquer avec des chiffres simples. On s'imagine bien. Exact. Donc, tu achètes une maison aujourd'hui à 100 000 $. Dans 5 ans, cette maison-là, elle a pris de la valeur.
elle vaut maintenant 150 000 $. Tout à l'heure, je vous ai dit comme quoi la banque peut te prêter 80% de la valeur de la maison. Donc, techniquement, la banque peut te prêter 80% de 150 000 $. Right? Donc, 80% de 150 000 $, c'est 130 000 $. Donc, toi, tu l'as acheté à 100 000 $, tu as mis par exemple 10 000 $ de mise de fonds, donc tu as juste 90 000 à payer, moins les 5 ans sont passés, tu as payé peut-être un autre 10 000 $, donc il ne te reste que 80 000 $ à payer. Donc, la banque peut te prêter 130 000 moins le 80 000 que tu leur dois, parce que tu leur dois de l'argent, là, il faut les rembourser. Ouais, bien sûr. Donc, tu peux ressortir 50 000 $ en 5 ans. T'as beau travailler, là, t'as beau travailler autant que tu veux, ça va être difficile de ramasser 50 000 $. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors que dans ce cas-là, tu viens de ramasser 50... C'est juste un exemple de 100 000 $. Oui, là. bah, Tu viens de après, avec ramasser des montants 50 plus 000 $. Ça veut dire 10 000 $ par année sur 5 ans. C'est quand même vraiment... Moi, je trouve que c'est un des moyens les plus safe vraiment pour pouvoir faire de l'argent parce que tu as beau travailler autant d'heures que tu veux, tu as beau faire même un salaire de docteur de 500 000 $ par année. Très, très difficile à la fin de l'année de ramasser 200 000 $. Là. Ouais, c'est très, très compliqué dans l'investissement en général. Quand tu es arrivé à récolter de telles sommes, c'est assez énorme. complexe. Ouais. Une autre question. Yes. Là, je fais mon curieux là. Est-ce que c'est mieux, en investissement locatif par exemple, d'y aller seul ou d'y aller avec des collaborateurs? Encore une fois, ça dépend vraiment de la stratégie. Moi, je crois vraiment qu'en allant avec des collaborateurs, on va dire, tu avances plus rapidement. Tu avances toujours plus rapidement à deux plutôt que tout seul. Moi, je crois vraiment au travail d'équipe et que tu vas avancer plus vite parce que ton leverage va être beaucoup plus gros à deux plutôt qu'à 1, à 3 plutôt qu'à 1. Tu vas acheter des trucs plus gros. C'est sûr que par la suite, c'est un management différent. Mais si tu établis les règles dès le jour 1, sans surprise, et tu fais affaire avec des personnes aussi à qui tu fais confiance. C'est très important. Ça, c'est super important. Comme Smaïl, je pense que tu as ta compagnie avec ton frère, c'est bien ça. Exactement. Donc, tu vois, il travaille vraiment avec son frère. On va plus rapidement à 2, à 3 ou à 4. Ah, clairement. Tu es tout seul, tu vas un peu plus lentement. À deux, tu as des idées différentes, tu partages, ça va plus vite, c'est clair. Donc, c'est... Et aussi les règles de l'immobilier dont tu parles maintenant, là on est au Québec. Oui. Mais brièvement, je pense que ça peut s'appliquer un peu partout dans le monde, dans les pays un peu occidentaux, on va dire. Par exemple en France ou aux États-Unis, est-ce que c'est à peu près la même chose ou... Sincèrement, j'en ai aucune idée. Ok. Pour pas dire de conneries, là, je ne sais pas pourquoi. Toi, parce tu maîtrises. C'est ça, moi, je maîtrise. Il y a ici. Laisse-le tranquille. Pardon, désolé. Parce que là, c'est des technicalités dont je parle. Je parle par exemple de la valeur marchande, 80%, etc., etc. Je ne sais pas en France si c'est ça les règles ou si c'est pas les règles. Ouais. Mais c'est sûr que, encore une fois, l'immobilier, c'est un cycle économique. Hein. Comme on avait discuté vraiment avant le podcast, c'est un cycle économique. En général, le cycle économique, c'est quoi? Ça va prendre de la valeur. Ensuite, il va y avoir une résistance. Ensuite, ça va descendre. Et ensuite, il va y avoir une reprise. Donc, c'est parce que vraiment ça peut un descendre. cycle. Oui, non, c'est sûr que ça peut descendre. Pendant le l'immobilier. Covid, justement, il y a cette période-là. Ça dépend de ce qui se passe dans les marchés financiers, le contexte politique, tout ça est en lien. Mais ça, en fait, c'est les cycles économiques en général. C'est pas que l'immobilier qui est touché par ça. Ça touche le tout. Exact. C'est vraiment ça. Et toi, en gros, la profession de courtier immobilier, toi, en fait, explique-nous ce que tu fais concrètement. Tu trouves des propriétés pour les personnes, tu les accompagnes jusqu'à qu'ils aient les clés en main. Ça se passe comment? Exact. Donc, je vais accompagner le client de A à Z. C'est sûr que acheter une propriété, ça peut être très, très émotionnel pour une personne. Donc, par exemple, travailler avec un courtier immobilier, c'est sûr que ce côté émotionnel, moi, je ne vais pas l'avoir. Moi, c'est vraiment question de la valeur de la propriété. C'est quoi cette propriété-là? Combien elle vaut? Donc, souvent, la personne, elle va venir me voir. On va visiter plusieurs maisons. Elle tombe sur une maison. Elle adore la maison. Elle se dit, oh, je veux l'acheter. Ouais. Je lui dis, écoute, par exemple, on va voir, elle est à 500 000 $. On va regarder les comparables. Combien s'est vendu le voisin? Est-ce que c'est une maison qui ressemble à ça? Est-ce qu'elle vaut d'abord 500 000 $? Parce que, sincèrement, je ne veux pas que la personne se fasse avoir ou quoi que ce soit. Parce qu'elle, elle pense, elle se dit, je l'aime trop la maison, je veux l'acheter. Coûte que coûte, j'ai une préapprobation à 550 000, je vais aller jusqu'à 550 000. Mais si ça ne vaut pas 550 000, ça ne vaut pas 550 000. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, déjà, le travail d'un courtier immobilier, c'est tout d'abord vraiment d'aller chercher les comparables de toutes les propriétés. Exactement. Et c'est de travailler avec un professionnel aussi qui en fait des visites. Par exemple, des trucs obvious quand tu vas faire une visite. Des trucs obvious. Par exemple,
ce qu'il faut savoir là dans une maison, c'est qu'il y a des consommables et des non consommables. Donc, les consommables, c'est quoi? C'est par exemple la toiture, les portes, les fenêtres. Ça, c'est toutes des choses qu'ils ont une espérance de vie. Donc, par exemple, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Malheureusement, au Québec, c'est un peu plus rapide à cause de Avec la la neige. neige, oui, Avec oui. la neige, gel, dégel, Ouais. etc. C'est sûr que l'espérance de vie, elle est un peu moins dans des composantes comme ça. Donc, ça, c'est normal. C'est pas grave. Si jamais la maison, elle a des problèmes comme ça, c'est pas si grave. Mais par contre, les non consommables, c'est quoi? C'est la structure et la fondation. Si la maison elle a un problème de structure ou de fondation, c'est sûr que un premier acheteur, il peut pas acheter ça parce que tu vas pas acheter une maison qui a déjà un handicap à De l'avance. base, ouais. Donc, ce genre d'éducation, c'est ça au départ que je fais avec le client, par exemple un premier acheteur, pour qu'il puisse être bien accompagné, pour qu'au final, il est content de son achat. Parce que le plus important, là, c'est jamais moi qui paye l'hypothèque. Hein. Ouais, bien sûr. C'est pas moi qui paye l'hypothèque, là. C'est le C'est client. vraiment, c'est l'autre personne. Donc, moi, j'essaye de donner vraiment le maximum de conseils, le maximum de ce que je sais, de ce que j'ai vécu, pour que l'autre personne puisse prendre une décision éclairée. D'accord, ok. C'est vraiment Et ça. en général, c'est-à-dire que les inspections des maisons, etc., il y a quelqu'un qui a fait l'inspection au préalable, qui explique les vices cachés potentiels dans l'appartement, qui fait un rapport, C'est une très bonne question. qui te transmet. Non, c'est une très bonne question. En fait, comment ça se passe quand tu fais une promesse d'achat? C'est souvent conditionnel à deux choses. Au financement, donc aller chercher le financement, le montant qu'on a dit qu'on allait offrir, et à l'inspection. Donc, c'est sûr que tu dois faire une inspection par un professionnel. Donc, c'est cette personne-là qui va faire vraiment l'inspection. Si tu es satisfait de l'inspection, alors, il n'y a pas de problème. Par contre, il peut y avoir des trucs dans la maison et que tu n'es pas satisfait. Une fois que il y a des problèmes dans la maison où tu n'es pas satisfait ou quoi que ce soit, bah après, c'est quelque chose que tu dois juste être au courant pour savoir comment régler ces problèmes-là. Est-ce que tu es à l'aise de vivre avec ces problèmes-là ou pas? C'est tout. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne, l'immobilier, là. Est-ce D'accord. que vous êtes propriétaire ou pas, d'ailleurs? Non, Pas encore. pas encore, Excellent. pas encore. C'est bon. C'est juste pour T'as voir des futurs aussi. clients potentiellement. C'est pas de- Justement, c'est pour ça qu'on t'a invité Ouais. là, on voulait savoir les bons plans, tout ça. Mais je voudrais ajouter une chose, parce que moi aussi, indirectement, je suis dans le milieu de l'immobilier grâce à mon application. Et j'ai découvert une chose, on en parlait hier, qui est une chose toute bête. Mhm. Mais généralement, un courtier immobilier qui aide des acheteurs, c'est gratuit pour les acheteurs. Et ça, les gens ne le savent pas. C'est-à-dire que quand tu es acheteur, tu vas chez un courtier immobilier, ça va pas te coûter grand-chose, quoi. Ouais. Enfin, ça va rien te coûter. Non, c'est quoi. vrai, c'est gratuit. C'est vraiment, ça ne te coûte pas, en Ouais. fait. C'est, Mhm. quand tu travailles avec, en tant que courtier acheteur, quand tu travailles avec des acheteurs, toi, tu n'as rien à payer en tant que client. L'autre côté, c'est qui va payer la commission? C'est vraiment le vendeur. Donc, c'est le vendeur qui paye la commission au courtier inscripteur et le courtier inscripteur, il paye le courtier collaborateur qui est moi qui travaille avec les acheteurs. D'accord. En général, dans l'industrie, juste pour vous laisser savoir, là, la commission, elle est de 4 à 5% en Sur la général. vente de la maison. Exact, sur la vente de la maison. Donc, le courtier collaborateur, il va faire en général 2 ou 2,5%. Le courtier inscripteur, 2 à 2,5%. Mm. Dépendamment vraiment du contrat de courtage. D'accord, Ouais, donc en fait, c'est vraiment sur la vente de la maison que toi, tu vas être... Rémunéré. Donc pas de vente, pas d'argent. Non, c'est exactement ça. C'est ça qui peut Ouais, être donc c'est compliqué un vrai peu, là. métier de vendeur. Je suppose beaucoup de proscriptions, beaucoup de rejets, beaucoup de refus. Voilà. Il faut être beaucoup de patience, je pense, dans ce Exact, domaine-là et pas exact. lâcher. Non, un exact. morceau. Pour revenir à la question de tout à l'heure, là, vraiment, quand tu as dit comment tu fais pour avoir des leads, parce que le plus important, c'est de générer Exactement. des leads. Réseaux sociaux, on en avait parlé. Ensuite, ça peut être aussi des appels. Moi, je fais beaucoup d'appels, par exemple, du Cold proprio. calling, ouais. Cold calling, exact. C'est très, très, très important de faire du cold calling, sinon, ça va être difficile. Ensuite, ça peut être aussi du porte-à-porte. Tu as une inscription que tu as vendue, tu vas cogner chez les voisins pour leur dire j'ai vendu cette inscription. Est-ce que vous seriez curieux de savoir à combien elle s'est vendue d'abord? Et aussi, est-ce que vous êtes intéressé à vendre votre propriété également? Parce que peut-être qu'ils ne savent pas combien s'est vendu la voisine, rien du tout. Là. Donc, c'est vraiment des façons de faire de la prospection. C'est vraiment des façons de faire de la prospection. Et du coup, on parle de prospection, on va revenir aussi un peu au personal branding, ton image de marque, etc. Oui. Donc, tu fais du cold calling, des appels, etc. Et tu fais beaucoup de réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Est-ce que tu arrives à quantifier qu'est-ce que ça te rapporte? C'est quoi le mind game dans tout ça, la stratégie que tu emploies et tout? C'est ça, c'est difficile de quantifier de mon côté pour voir combien ça me rapporte, mais je le sais que ça ramène une visibilité. Donc, par exemple, je me rappelle très bien, quand je venais de commencer l'immobilier, je ne faisais pas de vidéos. Mon frère, il disait à ses amis, appelez Camille, il est courtier immobilier.
personne ne m'appelait. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, comme par hasard, ces amis-là ont commencé à m'appeler parce que là, ils se disent, ah, c'est comme, parce que les réseaux sociaux, pour moi, C'est une pour un vitrine. courtier, c'est exactement, c'est comme si ton site web, parce que pour un courtier immobilier, tu vas créer ton site web, Ouais. ça dit pas grand-chose. Oui, j'ai vendu cette maison, oui, j'ai vendu cette maison. Mais les gens, ils aiment faire affaire avec des gens, avec des humains également. Et ça, c'est une décision très, très importante dans la vie d'acheter une maison. Ouais. Donc, c'est ça que j'essaye, moi, d'apporter. Et aussi, encore une fois, de vulgariser vraiment le processus d'achat et de vulgariser le processus de vente également. Comment on fait vraiment pour pouvoir acheter une maison? Comment on fait pour pouvoir vendre une maison? C'est quoi les erreurs à éviter? Parce qu'il y en a plusieurs des erreurs à éviter. Comme par exemple, tout à l'heure, les dons consommables, si la maison a un problème de fondation de structure, on oublie ça. Ouais. Lire la déclaration du vendeur. Avant vraiment d'aller visiter la maison, il faut lire la déclaration du vendeur. Tous les vendeurs au Québec sont obligés de remplir cette déclaration du vendeur-là. Pourquoi ils sont obligés de remplir cette déclaration du vendeur-là? C'est l'historique de la propriété. Donc, c'est quoi qui s'est passé dans cette maison? C'est quoi qui s'est passé? Est-ce qu'il y a déjà eu d'infiltration d'eau? Donc, moi, personnellement, avant d'aller visiter une maison, je regarde la déclaration du vendeur. Ça me dit, ah, fissure côté droit de la maison. Toutes les maisons au Québec, ils ont des fissures, je suis d'accord. Mais par contre, est-ce que cette fissure, elle est active ou pas? Donc moi, quand je vais visiter la maison, je le sais d'avance comme quoi il y a une fissure côté droit de la maison. Donc quand je vais visiter avec le client, on descend au sous-sol, je regarde le côté droit de la maison, je regarde s'il n'y a pas eu d'infiltration d'eau. Est-ce qu'il n'y a pas d'humidité? Est-ce qu'il n'y a pas des traces de moisissure? Mais ça, justement, c'est pas le rôle de l'inspecteur. Oui, ça peut, bien sûr. Mais toi, tu vas c'est faire un aussi- extra checking pour Non, être sûr c'est que. Ben oui, ce que je que tes sais, clients, il faut le ouais, transmettre. ouais, Ben ouais, oui. bien Non, c'est évidemment. sûr que c'est le travail de l'inspecteur également. Mais aussi, tu peux prévoir beaucoup de choses avant d'arriver là, parce qu'un inspecteur, ça coûte de l'argent. Tu n'as pas envie que tes clients, s'ils ne sont pas à l'aise avec ça d'avance et que tu le sais, tu Ouais. n'as pas envie qu'ils dépensent de l'argent. Ouais, tu pour une penses au maison. bien-être du client avant Exact, tout. exact. Tu veux pas juste vendre une propriété. Non, Tu c'est veux vraiment qu'ils exactement soient ça. satisfaits de leur achat et qu'ils aient fait le meilleur achat Exact, par rapport à leurs besoins. exact. Et du coup, je reviens encore une fois aux réseaux sociaux et tout. Yes. Tu vois comment l'avenir des réseaux sociaux par rapport au travail de courtier immobilier? Est-ce que tu penses que ça va être quelque chose de majeur de plus en plus, ou est-ce que finalement les méthodes vont changer ou... Moi, je pense que réseaux sociaux, courtier immobilier, moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est juste la façon la plus facile de te faire voir par le maximum de Ouais, personnes. d'atteindre du public, exactement. Exact. Mais par contre, c'est pas parce que tu fais pas de réseaux sociaux que tu peux pas avoir de clients. Mhm. Au contraire, il y a plusieurs façons de faire, de prospecter. Mhm. Comme j'ai dit tout à l'heure, du porte-à-porte, des appels. C'est juste que les réseaux sociaux, Ils vont te donner cette image-là. Moi, je te prends mon Exact. exemple. J'étais pas trop sur les réseaux. Ouais. J'arrive quand même à avoir des clients, mais c'est quelque chose, je me rends compte aujourd'hui, qui est quand même important, qui peut aller te chercher encore plus de monde. Tu peux atteindre encore plus de monde, puis les gens sont très visuels. Donc, tu aimes bien voir, voilà. tu vois. Même moi, tu sais, j'ai pas trop de réseaux pour mon entreprise, mais je suis en train de travailler dessus. Mais moi, quand je regarde les gens, je regarde, bah voilà, je vais sur les réseaux. Ok, c'est intéressant ce qu'il fait. J'aime bien l'énergie, etc. Donc, ouais, c'est clair que c'est quelque chose d'incontournable maintenant. Ah ouais. C'est ça, c'est vraiment la visibilité, te faire voir par le maximum de personnes possible. Parce que moi, j'ai envie personnellement, j'ai envie que quand on pense immobilier, on pense à Camille Krupage. Ouais. Donc c'est vraiment, j'ai envie qu'on pense à moi dès que tu penses n'importe quelle question, même qui n'a pas rapport trop avec l'achat ou la vente. Par exemple, ça peut être question sur une hypothèque, question, ah, qu'est-ce que tu en penses si je fais ci, si je fais ça? Je veux qu'on pense à moi. Donc ça sert à ça, Ouais. les réseaux sociaux. Mais c'est pas parce que tu fais pas les réseaux sociaux que tu peux pas Oui, réussir. clairement. Après, c'est la C'est-à-dire qualité de ton les autres travail. moyens de prospection sont Ouais, parce que toujours... les réseaux sociaux, en fait, c'est une. Comment dire? C'est ton bras qui est tendu, c'est-à-dire qu'on voit ce que ton travail. Mais c'est ton travail qui vraiment fait le. Exact, fait c'est ça. le- Ah, tu sais, bien si- sûr, hein. c'est La exact. vérité, c'est que c'est ton travail qui est le plus important. Et du coup, toi, tu es d'origine marocaine. Oui, Tu es venu absolument. ici jeune. Je suis venu à l'âge de 12 ans, À en l'âge de fait, 12 ans avec mes parents, exactement. J'avais 12 ans en 2005. Je me rappelle très très bien, le 14 août. Est-ce que 2005. tu étais jeune, mais est-ce que c'était difficile le changement d'environnement, quoi? Ben, c'est sûr que j'étais un peu plus jeune, donc le changement d'environnement était un peu plus, on va dire, un peu plus facile que, par exemple, mon grand frère qui avait 16 ans. Lui, c'était un peu plus difficile. Pourquoi? Parce que il avait plusieurs amis déjà, etc. Il était vraiment établi au Maroc. Moi, j'étais un peu plus jeune. Donc, pour nous, c'était vraiment... Moi, mes parents, en passant là, juste pour vous le dire, ils ont décidé à peu près 2 mois avant qu'on allait immigrer au Canada. Ah ouais.
Ah ouais, ça s'est fait sur un coup de tête. C'est fait sur un coup de vous tête. partez dans 2 mois, faites vos Vraiment. valises. Vraiment, ça s'est pris. Ben, en fait, non, parce qu'on avait l'autorisation, on va dire, on avait Au été préalable. accepté ici. Mais ils n'avaient pas encore pris vraiment la décision ça. de quitter. Exact. Et puis, en fait, ça allait expirer. Je pense que dans le temps, on avait été approuvé genre en 2000 et tu avais jusqu'en 2005 pour pouvoir venir au Canada. Donc, moi, je suis venu en 2005. Ça veut dire que c'était soit on venait ici, soit on restait vraiment au Maroc. Sinon, ben, on ne pouvait pas renouveler le 5 ans, là, ni rien du tout. Donc, ça, la transition, sincèrement, ça ne m'a pas choqué et je reviens toujours encore. Donc, Tu es connecté encore à tes racines. Exactement, je suis encore connecté à mes Et racines. justement, par rapport à cet aspect-là, du coup, nous aussi, on est maghrébins. Est-ce que ta clientèle, elle vient beaucoup de ces côtés-là, ou alors est-ce que tu travailles un peu avec tout le monde, ou comment ça se passe? J'aime beaucoup cette question. Je travaille un peu avec tout le monde, mais c'est sûr que quand je travaille avec la communauté, avec des Marocains, avec des Tunisiens, avec des Algériens, j'aime beaucoup ça. J'aime énormément ça parce que ça rappelle aussi, on a les mêmes valeurs, donc on a une certaine confiance déjà qui est instaurée dès le départ. Vraiment, il y a une certaine confiance, tu le sais, comme quoi tu fais. Oui, bien sûr. Donc ça, j'adore, vraiment. Ce que je voulais dire par rapport à ça, ce qui est très, très important, on va dire des musulmans ou bien des Arabes qui cherchent un financement ou quoi que ce soit, il n'y a pas juste les banques traditionnelles en passant qui font... Ouais, j'allais en venir avec voulais le en parler, sujet. Vas-y, présente à ma place. C'est ça. Parce que souvent, parfois, les musulmans, ils ne veulent pas aller chercher de l'argent à la banque. Moi, j'ai fait affaire avec 3 clients l'année dernière, vraiment, qui font affaire avec une association qui s'appelle Cordoba. C'est ça. Ouais. Mais j'ai entendu dire justement que avec Cordoba, le délai, en fait, t'es comme sur une liste d'attente. Et le temps qu'on te contacte, c'est vraiment sur peut-être 5, 6 ans, 10 ans des fois. Tu peux plus nous en dire que moi j'avais fait des recherches justement. Ouais, je ne sais pas c'est quoi le temps vraiment que ça prend, mais je le sais que c'est quoi, c'est que tu commences à mettre de l'argent avec eux. Une fois que c'est ton tour, ils t'appellent pour pouvoir acheter. Par la suite, tu as 3 mois pour acheter une propriété. Donc, le laps de temps, il est quand même assez court pour trouver une propriété que tu aimes. Par la suite, une fois que tu as acheté, ils t'ont emprunté l'argent. C'est toujours Cordoba. C'est au nom de Cordoba. Ouais. Toi, ils s'occupent d'acheter le bien pour toi. Exact. Ils te le revendent avec voilà, un peu plus cher. À la fin, exactement. Tu auras payé. En fait, une fois que tu as fini de payer les mensualités avec Cordoba, par la suite, tu deviens... En fait, est-ce que tu pourrais nous dire, comparativement, est-ce que, on va dire, ça coûte plus cher d'aller avec Cordoba que d'aller via la banque en termes de financement? Tu connais pas, t'es pas vraiment... Ouais, c'est ça, je suis pas vraiment calé là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que c'est pas des intérêts, donc ça coûte plus cher ou pas. Au final, ça convient au client. Oui, ça comble un besoin. Exact, ça répond à une demande, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres organismes que tu connais justement pour nos frères musulmans qui veuillent passer par les banques islamiques, justement? Ouais, je connais Cordoba. Et ensuite, pour une deuxième maison, parce que Cordoba, c'est juste pour les premières maisons. Donc, tu n'as pas d'autres maisons avant. Tu veux acheter une maison, c'est avec Cordoba. Ensuite, j'ai fait affaire avec une personne qui avait déjà fait affaire une première fois avec Cordoba. Et la deuxième avec qui il a fait affaire, ça s'appelait Al Ittihad. Al Ittihad. Al Ittihad. Donc ça, ils peuvent te prêter... C'est pas Qatari, ça, Al Ittihad? Oui, c'est vrai que Manchester United, exactement. Manchester City, là. D'ailleurs, il y a la finale aujourd'hui. Lui, il veut absolument l'avoir. Non, sincèrement, je pense pas que ça a un lien avec, avec les Qataris. J'étais complètement... J'étais déjà dans la finale, moi, de Champions League. C'est ça. Exact. En espérant que le PSG gagne. On est d'accord. Merci beaucoup pour... Mais du coup, donc ça, c'est les deux institutions qu'on va dire que tu connais, avec qui tu as fait affaire, qui sont quand même relativement fiables de ton expérience. Exact. Et je le sais que quand Justin Trudeau était au pouvoir, il avait parlé comme quoi il allait mettre plus de banques musulmanes. En passant, il en avait apparemment discuté. que ça existait déjà. C'est ça, mais je connais pas les noms. Exact. Mais c'était même pas par rapport à... comment dire, ils n'étaient pas à vocation islamique, hein. Apparemment, ces banques-là existaient déjà, c'est qu'on ne les connaît pas, on ne connaît pas vraiment. Donc, il y a certaines banques qui ne sont pas forcément à vocation islamique, mais qui offrent ce genre de service. Exactement. Moi, c'est ce que j'avais vu dans des articles que j'avais lus
à l'époque. D'accord, donc on en parlera dans le prochain podcast avec le prochain invité. Et lui, il n'aura aucune idée de pourquoi on dit ça. Mais voilà. Exactement, exactement. Ça va être des insights entre nous. Une chose, toi, tu es courtier immobilier. Admettons qu'une personne regarde le podcast et elle a envie de devenir courtier immobilier. Est-ce qu'il faut avoir une certaine personnalité pour devenir courtier immobilier? Parce que c'est quand même, moi, je trouve que c'est difficile quand même. C'est des noms qui te viennent dans la face comme ça et tu es obligé de continuer. Il y a plein de galères qui arrivent. Non, c'est sûr qu'il faut avoir une certaine personnalité. C'est pas évident d'être courtier immobilier parce que tu as plusieurs chapeaux. Mhm. Donc, tu as le chapeau non seulement de la personne qui négocie pour les clients, mais en plus, tu as le chapeau de psychologue. Donc, tu dois écouter ces gens-là pour que vraiment, émotionnellement, ils aillent pas Qui trop. se tempère un peu. Alors, Exactement. c'est un choix qui est assez émotionnel à l'achat d'une maison. Exactement ça. Ensuite, tu dois avoir le chapeau de la personne vraiment qui arrive à vulgariser des concepts qui peuvent être un peu plus difficiles. Les gens, ils s'attendent aussi à ce que, quand on parlait tout à l'heure de regarder, par exemple, des trucs obvious dans la maison, là, il faut les connaître. J'en ai visité des maisons, j'en visite des maisons. Donc, on est censé connaître ce genre de trucs. C'est vraiment la base. Donc, question de personnalité, c'est sûr qu'il faut s'adapter. En fait, il faut être un caméléon quand tu es courtier immobilier. Ouais. Mais justement, j'allais en venir avec tes clients. Justement, j'avais des questions par rapport à ta clientèle. Comment ça se passe avec ta clientèle? Est-ce que, par exemple, des fois, tu as des clients qui, quand ils sont pas satisfaits ou qui a eu des problèmes, comment toi, est-ce que tu fais en général? Comment tu réagis par rapport à ce genre de situation? Alhamdoulilah. Sincèrement, j'ai rien à 100% dire, jamais satisfait, versé pour 100% le moment. remboursé. C'est ça. Pour le moment, alhamdoulilah, j'ai jamais eu vraiment de gros problèmes ou de problèmes majeurs, ni rien du tout. Mais c'est sûr que plus les années avancent, plus le risque augmente aussi. Ouais, Hein, non, je dis bien pas sûr, que bien non, sûr, là. bien sûr. Mais par contre, tu essayes tout le temps tu as un travail en amont à faire pour éviter C'est que ce ce genre de situation C'est arrive. ça le truc. Déjà, il faut être honnête à 100% dès le départ. Et encore une fois, c'est pas toi qui achètes la propriété. Ouais. Si l'autre personne n'est pas à l'aise à 100% d'acheter la propriété, tu peux pas forcer la personne à acheter. sûr. Là. Bien Tu sûr. comprends ce que je veux dire? C'est sûr que si elle n'est pas à l'aise, tu n'achètes pas. Et puis c'est tout. Et ça peut éviter des problèmes par la suite également. Parce que si tu as fait la pression ou quoi que ce soit à la personne et que finalement elle commence à penser, moi vraiment, ma business, elle tourne 100% sur presque aussi sur les références. Ça, c'est un autre moyen d'avoir des leads, c'est les références. Et c'est même les plus solides, j'ai envie de te dire, parce que même dans mon business, c'est pareil. Le référencement, en général, il y a la confiance qui est déjà installée parce qu'il y a un individu en commun que vous connaissez. Donc, t'es plus à l'aise même avec c'est exactement ça. Exact. Donc, les qualités qu'il faut avoir en tant que courtier immobilier, à mon avis, aussi, c'est la patience. Il faut être très, très patient avec les gens. Il ne faut pas précipiter. Il ne faut pas push derrière du tout. Il faut push, en fait, au bon moment. Il faut push avec le courtier, l'autre courtier, pour tes clients. Ouais. Donc, c'est à ce moment-là que tu dois push. Donc, c'est ça que moi, personnellement aussi, j'ai appris beaucoup en devenant courtier immobilier. Est-ce que justement entre du coup, le courtier avec l'acheteur et le courtier avec le vendeur, est-ce qu'il y a des tensions des fois? Est-ce qu'il y a des problèmes? Ou est-ce que c'est généralement les deux, vous savez ce qu'il faut faire et ça se passe Ça dépend du courtier qui est en face de toi. Encore une fois, tu gères les personnalités des personnes. Ouais, Donc, c'est beaucoup d'adaptation. Exact, tu connais l'autre personne, à peu près elle réfléchit quand. Et le monde de l'immobilier, les gens qui font beaucoup de transactions aussi est très très petit. Donc je rencontre quand même souvent les mêmes personnes, on va dire. D'accord. Donc malgré qu'il y ait 15 000 courtiers au Québec, juste pour vous donner une petite statistique, il y a 15 000, à peu près 15 000 courtiers au Québec. Il n'y en a pas plus que... C'était quoi le pourcentage déjà? Déjà, 30% ne font pas plus que 150 000 $ par année. Là. Ok, Il n'y a pas d'accord. plus que 30% qui font plus que 150 000 $ par année. Donc, ceux D'accord. qui font vraiment beaucoup de transactions, là, il n'y en a pas, Pas énormément, il y ouais. en a pas énormément. Ouais, là. comme Donc, tu as dit, c'est un petit 15 000 pour le Québec entier, là. Donc, Ouais. c'est pas énorme. C'est-à-dire que c'est une profession où c'est un petit milieu. ouais, exact. C'est un petit milieu. Tu apprends à connaître les mondes. Question de négociation, en général, ça se passe bien. Et moi, ce que j'aime bien aussi beaucoup, vraiment, c'est travailler avec la logique. Si tu demandes quelque chose de logique, tu regardes les comparables, elle est listée trop haut la maison, tu expliques les comparables. Et c'est bon. C'est ça. Il faut être logique en général. Moi, vraiment, sincèrement, je suis quand même une personne assez cartésienne, assez logique. Là. Donc, je me dis vraiment, si c'est ça que ça vaut, moi, j'y crois fondamentalement. Quand je vais expliquer la chose au courtier inscripteur, je vais lui dire, regarde, ça vaut tant. La maison, elle a besoin de refaire ci, ça. Tu le sais très bien comme quoi. Par exemple, une cuisine, ça coûte à peu près 30 000 $ à refaire, dépendamment de la cuisine. On s'entend. Une salle de bain, ça coûte à peu près 15 000 $ à refaire. Ouais.
Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, les négociations. D'accord, ok. Et est-ce que tu as une anecdote genre d'un courtier ou d'un client que tu as eu ou d'une maison que tu as visitée qui est vraiment qui sort de l'ordinaire où tu t'es dit waouh, ok. Ben, en fait, pour anecdote, on va parler de ma première transaction. Mhm. Première transaction à vie, vraiment. J'ai fait déjà des transactions pour moi. Donc, on va dire, j'étais un peu moins stressé. Mais reste que c'était la première transaction. OK? Et c'était juste pendant la COVID. Mais un peu juste après la COVID, c'était encore vraiment en surenchère le marché. Je me suis presque chicané avec mon courtier, pardon, je me suis presque chicané avec mon acheteur. Pourquoi je me suis chicané avec mon acheteur? La maison était inscrite à 300 000 $. Vraiment. Ça faisait peut-être 4, 5 offres d'achat qu'on faisait et ça ne fonctionnait pas. Donc, disons que ça, c'était la 6e offre d'achat sur une maison. Ils ont eu le coup de cœur. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup aimé la propriété. Par la suite, on arrive à la visite, on fait la visite. Ils aiment, ils adorent la maison. Dès qu'on sort, ils me disent, OK, c'est bon, je veux offrir le plein prix pour la maison. Je leur dis, combien vous voulez offrir? Ils me disent 380 000 $. Ça, c'était le plein prix. Parce qu'en fait, Non, justement. elle était juste à 300 000 inscrites. D'accord. Eux, en fait, leur préapprobation bancaire, désolé, j'ai oublié de dire ça, Ouais. leur préapprobation bancaire était à 380 000 $. Vraiment. D'accord. Donc, ils m'ont Vous dit, l'avez moi, mis. je vais aller... Ce que j'ai reçu de la banque, je veux le mettre dans cette maison. Exactement. Je leur ai dit, regardez, on va y aller mollo, on va regarder d'abord les comparables. Quand on regarde les comparables, on va voir combien vaut la maison. Parce que c'est ça. C'est vrai qu'elle était inscrite plus bas que le marché. Probablement, peut-être que l'autre courtière a fait exprès aussi pour avoir des surenchères. Je ne sais pas. Mais bon, bref, reste que c'est les comparables qui parlent au final. Quand j'ai fait les comparables, je suis arrivé à la maison, j'ai fait les comparables, etc. J'ai vu que la propriété valait autour de 355 000. J'ai expliqué au client. Et tu vois, c'est comme ça que tu peux éviter des problèmes aussi. J'ai dit au client, écoutez, voici les comparables. Je leur ai envoyé, etc. Je leur ai dit, voici ce que ça vaut à peu près la propriété. Je reçois un appel de l'autre courtière. Elle me dit, il y a 18 offres d'achat sur la propriété présentement. 18 offres d'achat. Là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu ne peux pas deviner combien les autres ont offert. C'est sûr que ça part plus, mais tu ne sais pas combien. Donc moi, j'ai argumenté avec mes acheteurs, vraiment, première transaction, j'ai argumenté avec mes acheteurs. Je leur disais, sincèrement, vous ne devriez pas mettre plus que 355 000, malgré qu'elle est affichée à 300 000, que vous avez offert plus. Malgré qu'il y ait 18 offres, on ne peut pas vraiment dire combien sont les autres offres, on ne peut pas savoir. Ils me disent, non, moi, je veux 382 000, 382 000. Presque, je me chicanais avec eux. Je leur disais, non, mais ça ne vaut pas plus que 355 000. Je prenais ça vraiment à cœur. Je leur ai dit, j'ai pas envie que vous vous faites avoir, ni quoi que ce soit. Mm-hmm. Bref, au final, le client est roi. Vraiment, le client est roi. Moi, j'ai expliqué, j'ai dit combien ça valait la maison, etc. Finalement, c'est sa décision. Exact, c'est leur décision. On a eu la promesse acceptée à 380 000. Ils étaient très, très contents. Au contraire, moi, tu vois, ça m'a appris, ça m'a dit comme quoi le client est roi et qu'au final, c'est pas à toi de prendre les décisions. C'est vraiment toi, tu l'éclaires au mieux de tes capacités. Après, comme on vient de dire, là, la décision finale lui revient à lui. Hein. Exact. Tu auras fait ton travail de diligence. Exact. Donc ça, c'était quand même une anecdote assez mais première justement, transaction. c'est intéressant que tu parles de ça. Mais moi, justement, en parlant de ça, tu as parlé justement du processus. Donc en fait, quand tu vas pour acheter une maison, tu fais une offre. Après, il y a d'autres personnes qui sont potentiellement intéressées par la maison. Et c'est comme une vente aux enchères un peu. Ouais, ça peut devenir une vente aux enchères parce que cette maison-là était inscrite plus bas que la valeur vraiment de la propriété, la valeur marchande de la propriété. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui sont allées la visiter. On s'entend qu'une maison à 300 000, t'en vois pas souvent. Là, donc... C'est sûr. Hein. Alors là, déjà, tu m'as dit 300 000, je me dis, c'est vraiment une maison, ça, ou... ça. Donc, ouais, puisqu'elle elle s'est vendue quand même à 380 000. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a fait l'inspection parce que tout le temps, une offre d'achat conditionnelle en passant. Financement, inspection. Le financement, il travaille avec mon courtier hypothécaire, donc je le savais comme quoi on était safe de ce côté-là. Inspection, quand on a fait l'inspection, c'est sûr qu'il y avait des petits trucs dans la maison. Donc on a réussi, malgré qu'eux, ils étaient satisfaits. Ça, en plus, ça, vraiment, j'étais nouveau là. Donc, ce que j'avais fait pour eux, j'avais réussi à négocier à la baisse le prix après l'inspection de 2 000 $. Parce qu'il y avait des choses à faire, donc j'ai réussi à négocier à la baisse, malgré qu'eux, ils étaient satisfaits avec le prix. J'avais réussi à négocier 2 000 $ de plus, donc on l'avait acheté finalement à 378, cette maison-là.
D'accord, ok. Et en contrepartie, j'imagine que tu as visité plein de maisons. Est-ce qu'il y a une maison que tu as visitée où, enfin, je sais pas, c'était dégueulasse ou alors il y avait. Ouais, ça c'était drôle Ah ouais. comme expérience. C'était dans une ville un peu à l'extérieur de Montréal, c'était à Chelsea, ok. Et puis assez cocasse comme rendez-vous. Moi, j'étais le courtier inscripteur, donc c'était un du proprio que j'avais appelé en avance pour pouvoir, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais de la prospection sur du proprio. Si vous savez pas c'est quoi un peu du proprio, c'est des personnes qui veulent vendre par eux-mêmes sans l'entremise d'un courtier leur maison. Pour éviter les frais qui sont associés. Exact. Pour éviter les frais qui sont associés à un courtier immobilier, comme je vous ai dit tout à l'heure, 4 à 5% de commission, on va dire. Mais bon, par la suite, après, c'est débattable. Je peux vous expliquer en détail pourquoi ça vaut plus la peine de travailler avec un courtier plutôt que Non, du mais proprio. clairement, déjà, Mais bon, ça vaut ouais. plus la peine par rapport à son expertise, c'est son domaine. Il peut faire des erreurs que le courtier ne va pas Voilà. faire, etc. Donc, Exact. c'est comme dans tout, tu payes pour un service, mais au moins, tu as le service qui va avec. Donc, Exact, mais ça c'est un bon exemple en passant. Pourquoi parfois acheter sur du proprio, ça peut tourner mal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai inscrit vraiment. Je suis allé au rendez-vous d'inscription. J'ai parlé avec la personne. Quand je rentre à la maison, déjà, ça semblait un peu bizarre. Il y avait des photos de Bob Marley un peu partout. Vraiment, c'était un incroyable. peu hippie, C'est ça. ganjaman. Et vraiment. Et il me racontait l'histoire. C'était un vieux monsieur qui habitait en Inde. Il avait à peu près 80 ans. Vraiment. Je rentre. Bob Marley partout. Ça sentait vraiment la cigarette. Ça sentait le weed. Ouais. Vraiment, je me disais, waouh, ok, je suis où? Là, je descends au sous-sol. Tout le sous-sol, il est strippé. Je me dis, c'est bizarre là. Il y a quelque chose. Je lui dis, est-ce qu'il y avait quelque chose ici dans le sous-sol ou quoi que ce soit? Il me dit, non, c'est parce que j'ai eu un petit refoulement d'eau, donc j'ai dû stripper complètement le sous-sol. Donc là, je suis en train de penser à le refaire, etc. Je lui dis, ok, excellent. Bref, on remplit la déclaration du vendeur que je vous ai. Il mentionne rien de majeur dans la propriété. 3 semaines après, je reçois une offre d'achat. J'ai inscrit la maison. Je reçois une offre d'achat sur la maison. Conditionnelle à quoi? À l'inspection, comme je l'ai dit Bien tout sûr, à l'heure. ouais. Bah ouais. L'inspecteur, il arrive. Dès qu'il arrive, il descend au sous-sol. Il voit comme quoi tout est strippé. Il trouve ça bizarre. Il ouvre le panneau électrique. Il voit que le panneau électrique est vraiment rempli, là. Il est rempli, le panneau électrique. Il va dans l'entretoit. Il voit qu'il y a de la moisissure partout dans l'entretoit. Il dit, c'est bizarre. Il dit, oh, monsieur, est-ce que vous avez déjà eu une plantation de cannabis ici? Ah, C'était une ancienne plantation de cannabis, le sous-sol. Ah, c'était vraiment une ancienne plantation de cannabis. C'était vraiment une ancienne plantation de cannabis dans le sous-sol. ah ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, tu as réussi à vendre ça? Non, finalement, la promesse Ah oui. d'achat, Ah, elle ok. est tombée, là. Et Mais maintenant, juste- là, il était... Parce que normalement, une déclaration du vendeur, tu es obligé de déclarer tout ce que... tout ce que Oui, bah, mais c'est ce que j'allais en venir avec la déclaration du vendeur. Donc en fait, aussi, c'est une étape dans une vente de maison. Donc en gros, quand tu vas vendre, le vendeur doit faire une déclaration que quand en fait la maison tout est conforme, qu'il n'y a pas de problème. Et en fait, si le vendeur ment sur ça, quelles sont les conséquences pour bah lui? oui, tu peux avoir des très graves... Donc, par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle des vices cachés. Ouais. Donc, par exemple, si tu écris dans la déclaration du vendeur un exemple simple, il n'y a jamais eu de souris dans la maison. Et là, toi, tu achètes la maison. Par la suite, tu ouvres les murs pour faire quelques rénovations. Tu vois des souris. trappes. Non, tu vois des trappes à souris. Ouais. Encore plus évident. Mm. Tu vois des trappes à souris. Bah, c'est sûr que tu peux revenir contre le vendeur, lui dire, tu m'as menti dans la déclaration du vendeur, c'est pas normal. L'exemple de souris n'est pas un si bon exemple Oui, que ça, oui, parce oui. que c'est pas comme si ça baissait tant que ça la valeur de la propriété, mais c'est juste pour donner un exemple simple. Mais imagine quelque chose vraiment, problème de structure, il a essayé de le réparer, il l'a jamais déclaré. Par la suite, le vendeur, il se rend compte, il ouvre les murs, il voit comme quoi vraiment il y a quelque chose qui a été rajouté pour la structure. C'est évident que c'est le propriétaire d'avant qui l'a Ouais. fait. Là, ça devient grave et là, tu peux Aller chercher. aller chercher. Exact. Et ça se passe comment en général? Est-ce que ça t'est déjà arrivé déjà? Et ça se passe comment généralement? Est-ce que c'est des poursuites judiciaires ou comment? Non, sincèrement, ça m'est jamais arrivé. Ok. J'espère que ça m'arrivera pas. On touche du espère- bois, on on touche du espère- on bois. espère que non. Mais comment ça se passe? Ben, tu dois poursuivre l'autre personne pour vice caché, ça s'appelle. Donc, tu dois appeler un avocat, tu dois mandater un avocat. C'est des frais. Tu dois pas toucher. Ce qui est important à savoir là-dessus, c'est que tu dois pas toucher au problème. Il faut qu'il reste comme tu Ouais, l'as parce vu. qu'après, on peut dire que c'est toi qui a Voilà, exactement. créé le problème au final. Exactement. Et je sais qu'en travaillant avec Remax ou alors avec d'autres agences, etc., il y a certaines assurances que Remax offre. Est-ce Absolument. que ça couvre ce genre de choses ou c'est par rapport à autre chose? Ben, en fait, ça s'appelle ce que Remax il offre d'ailleurs, qui est très 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 bien. Ça s'appelle tranquillité. Donc ça, c'est une des choses que tu peux avoir. Si jamais il t'arrive ce genre de problème, ton courtier avait
payer pour tranquillité pour toi. Donc, tu peux appeler les personnes, ces assurances-là, pour qu'ils t'expliquent vraiment tout le processus et pour qu'ils puissent t'accompagner. Parce que c'est sûr que c'est quelque chose de très, très stressant. Ouais. Tu as envie d'être bien entouré, là. Donc, tranquillité va te servir à ce genre de situation. D'accord, donc travailler avec Remax, enfin un agent qui travaille avec Travaille avec Remax, ça peut Remax, t'apporter exact. ce genre de Exact, d'assurance. Ok. exact. Ah, c'est pas mal ça. Et du coup aussi, justement, quels sont les pièges à éviter dans Pièges. l'immobilier? Ouais, très bonne question, ça aussi. Les pièges à éviter. J'ai que des bonnes questions. C'est ça. Ok, je le ramène, il veut prendre ma place, le mec. J'ai que des bonnes questions. Non, c'est vrai, c'est une excellente question. Piège à éviter, déjà, ça peut revenir à ce que je disais au début. Commencer à faire ta recherche sans connaître exactement le montant pour lequel tu peux être approuvé. Parce que parfois, tu es trop conservateur et puis tu peux aller chercher quelque chose de plus gros que tu veux. Ou bien le contraire, quelque chose que... Tu vas avoir de faux espoirs, tu vas te dire je peux acheter à 500 000, mais pas du tout. Exactement, ça c'est la première erreur. à Première éviter. étape, Ensuite- rechercher ce qu'on peut chercher comme financement. Exact. Première étape. Ensuite, ça peut être, par exemple, acheter une maison qui a des problèmes de structure ou de fondation, encore une Ouais. fois. C'est quelque chose que tu ne vas pas acheter quelque chose qui a déjà un handicap à la base. Toi, tu essaies de faire un petit profit à l'achat. C'est là où c'est le mieux. Tu essaies de faire le profit à l'achat. Donc, tu essaies d'acheter quelque chose à la juste valeur marchande, là, Mhm. ou un peu plus bas que la juste valeur marchande. Donc, une erreur que tu peux faire, c'est émotionnellement être La trop maison heureux trop sur chère. une Ouais, et maison. comme tu viens de décrire le cas tout à l'heure, là, de la personne qui voulait vraiment la maison, Exact. alors qu'il aurait pu l'avoir peut-être à un prix. Non, il plus... n'aurait pas pu l'avoir à un prix plus bas en passant. Il n'aurait pas pu parce qu'il y ok. avait 18 offres d'achat. Ah oui, c'est Tu vrai, comprends. c'est sur celle-là, ouais, c'est vrai. Donc, dans ce cas-là, c'était une bonne décision Ouais. pour cette personne-là parce qu'elle était prête, elle était au courant, elle était consciente de ce qui en était. Elle voulait offrir jusqu'à 380 000, par exemple. D'accord, ok. Donc, elle, vraiment, elle le savait et c'est une personne qui va habiter dans la maison. Donc, tu le sais que ce qu'il va payer, comme on a dit tout à l'heure, c'est le temps. Donc, dans le temps, c'est très bien. C'est très bien. passe. C'est vraiment pas une mauvaise décision, au contraire. D'accord. Et est-ce que tu t'occupes aussi de personnes qui cherchent juste de la location, qui veulent louer, qui recherchent des nouveaux immigrants qui viennent, qui cherchent des appartements? Est-ce que ça fait partie de tes compétences? C'est- Est-ce que tu fais? Oui, je peux travailler avec des personnes qui cherchent de la location, mais ça va pas être moi qui vais le faire. J'ai une autre personne qui s'occupe vraiment de la location parce que maintenant, petit à petit, je commence à créer une équipe. D'accord. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est sûr que la location, c'est pas la chose la plus payante. Ouais, c'est clair. On c'est clair, s'entend que c'est pas la chose la plus payante. En général, tu es payé un mois de loyer. Même pour l'autre personne, moi, ce que je conseille tout le temps quand je travaille avec quelqu'un qui est en location, oui, on va travailler ensemble, on va regarder ce qu'il y a de disponible sur Centris, mais n'hésitez pas à aller chercher par vous-même aussi sur Marketplace, sur Kijiji, Justement, sur voilà. Kangaloo. Quels sont justement les. Pour un immigré qui vient d'arriver, comment trouver un appartement de la manière la plus rapide possible et que ça soit assez facile? Parce qu'on sait qu'il y a quand même une crise du logement en ce moment. Ouais, exact. Euh, Non, c'est sûr que la façon la plus facile, on va dire, c'est de travailler avec un courtier immobilier parce que ça te donne une certaine crédibilité quand tu vas visiter un appartement. Vraiment, ça te donne une crédibilité parce que tu n'as pas d'historique au Canada. Le propriétaire, en général, c'est quoi qu'il va toujours te demander? Il va demander l'enquête de crédit. Mais si tu es nouveau, T'as pas. tu n'as pas d'enquête de Ouais. crédit. Mais bon, il y a d'autres moyens pour pouvoir... Contourner ça, ouais. C'est pas contourner, c'est juste rassurer le propriétaire ouais. pour qu'il puisse vraiment être à l'aise à louer à toi plutôt qu'à d'autres personnes. J'ai déjà loué avec des personnes, ma mère par exemple, elle m'a référé à une amie à elle qui venait d'arriver du Maroc et puis j'ai réussi à lui trouver un logement. Et ça se Alors passe qu'elle n'avait comment? pas d'enquête de C'est-à-dire crédit que la derrière personne du tout. qui vient, elle te paye toi directement là pour le Non, coup, c'est ou ça, encore avec une fois. avec le vendeur. C'est encore une fois avec le vendeur. D'accord, Exactement, ok. c'est encore une C'est- fois avec le vendeur. C'est quelque chose de très bon à savoir parce que des personnes ils peuvent être gênées, ils ne Ouais. veulent pas forcément payer directement. Et du coup, ils n'ont pas besoin de payer le courtier immobilier. Le courtier immobilier va prendre sa rémunération de chez le vendeur. Exact. Donc même pour la location, travailler avec un courtier immobilier, c'est gratuit, ça coûte rien. Zéro. D'accord, ok. Niet. Donc, si vous voulez travailler avec un courtier immobilier, allez-y. Si vous voulez acheter directement, n'ayez pas peur. Non. Vous n'allez rien payer. Je suis désolé, Samy, dis pas si vous voulez travailler avec un courtier immobilier. Tu dois dire si vous voulez Travaille travailler avec avec Camille. Camille, frérot. Camille, Ah. pardon. Autant pour moi. autant pour moi. Tu prends son argent et en plus tu là. Ah, là, 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 là.
Alors, ok. Je pense que j'aurais une dernière question, moi. Tu conseilles une personne, comme tu avais dit tout à l'heure, si on veut acheter un immeuble locatif, par exemple à Montréal, c'est pas rentable. Oui. Les prix des maisons et des appartements aussi est très cher à Montréal. Donc, est-ce que tu conseillerais à une personne d'acheter plus à Montréal, même si la valeur sera beaucoup plus grosse qu'ailleurs, ou alors d'acheter en dehors, en région? Je pense que tu as déjà deviné ma réponse encore une fois. Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Ça dépend. Sincèrement, ça dépend de chaque Il n'y type a de... pas de bonne réponse. Il n'y a en fait, pas de ça bonne dépend, réponse en fait, parce des que profils. ça dépend de toi et qu'est-ce que tu recherches. Si tu aimes la ville, si tu aimes être proche des transports en commun, être proche des cafés, mais par contre, à l'intérieur, ça ne te dérange pas que ça soit un peu plus petit, ben, c'est sûr que la ville, ça peut te convenir très bien. Par Mm. contre, si tu le sais, tu n'as pas accès à de voiture, par exemple, tu le sais que la ville, c'est encore mieux pour Ouais, toi. C'est sûr, oui. Si tu as accès à une voiture et que tu aimes avoir un jardin pour tes enfants, par exemple, tu as des enfants, j'imagine que tu ne vas pas vouloir vivre à Griffintown ou au centre-ville. Ah, clairement. Tu vas essayer d'aller un peu en région. En région, les thèmes, la tranquillité, ça tout dépend. Et puis ça dépend aussi si tu le bien, tu l'achètes pour le faire louer ou tu l'achètes pour vivre dedans. Exact. Ça aussi. C'est sûr que Montréal, c'est toujours une valeur sûre. Pourquoi? Parce que c'est le centre et la capitale économique du Québec, c'est vraiment Ouais, Montréal. Montréal. Donc, c'est un peu plus certain d'acheter à Montréal que plutôt qu'en région. Par contre, moi, ce que je préconise beaucoup et ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment, si tu veux aller un peu en région et payer un peu moins cher, c'est un très, très bon conseil, c'est d'aller chercher autour du REM. Parce que là, maintenant, il y a le REM qui se construit. Donc, par exemple, de Montagne, Saint-Hubert. Ça, c'est des villes qui vont prendre beaucoup d'expansion. Ouais. Pourquoi? Parce que maintenant, ils sont en train de créer le REM. D'ailleurs, petite statistique, encore une fois, les villes dans un rayon de 1 km du REM ont pris 8 à 15% de plus que la moyenne. Ces maisons-là ont pris 8 En à 15% valeur de marchande, tu plus. veux dire? Ouais, plus rapidement, ouais, en Ouais, valeur c'est- marchande. Ouais, bah c'est clair parce que tu as accès à un réseau de transport. Donc la ville de Montréal, elle est beaucoup plus accessible Exact. de nos jours. Donc c'est clair que ça va prendre de la valeur. Exact. Euh, Donc, si j'avais, par exemple, à investir à un endroit et que Ça j'ai serait dans pas- ces alentours. Ça serait dans ces alentours-là ok. et que je veux pas vraiment être au centre du Et tout. en général, tu dirais que, moi, va être ma dernière question aussi pour moi, mais tu dirais que c'est en général un bien, quand tu fais louer un bien, le pourcentage de rentabilité, à peu près ça se situe aux alentours de combien? Tout dépend de la maison, je sais C'est bien sûr, ça. mais en général, dans l'immobilier, En immobilier, en général, ça va se retrouver entre 4 et 6% de TGA. Vraiment. TGA. Ouais, parce c'est- que on n'oublie pas que Qui veut dire tout le monde Ouais, n'est c'est pas le taux de TGV, globalisation. TGA. C'est ça, c'est le taux de globalisation actualisé. D'accord. Donc, sur ton argent, combien ça va te rapporter, par exemple, annuellement, ce bien-là? Ça va te rapporter à peu près 4 à 6%. D'accord. C'est ok. vraiment ça, les chiffres. Mais ensuite, encore une fois, ça dépend. Parce que si tu achètes un condo, il peut y avoir... C'est différent. Tu achètes un condo, tu as des frais de condo. Tu peux avoir des cotisations spéciales, ça peut jouer. Tu achètes un multiplex, tu peux avoir aussi le toit qui coule, tu sais pas quand tu dois le réparer. Ça dépend vraiment, ça dépend. D'accord, ok. Et bah, je t'avais dit que c'était ma dernière, mais en fait, non, c'est pas ma dernière. Et aussi, justement, quand tu vas acheter une maison, est-ce que tu peux nous décrire tous les frais? C'est-à-dire de A à Z, parce que des fois, on Ouais, pense bien qu'acheter sûr. une maison, c'est juste, ah, j'achète la maison. Après, ah, il y a ce frais-là, il y a ce frais-là, il y a ce frais-là. Qu'est-ce que ça comprend? Encore une fois, une très bonne question. C'est- Tu m'énerves, C'est ça que mec, j'allais je te dire, l'ai ça, dit, tu l'as bien c'est la deviné. meilleure décision de ta vie que t'as fait de me prendre dans ce podcast, je te le dis. Tu l'as Le bien talent, deviné. le talent. C'est ça. Tu l'avais bien deviné. Et j'étais en train de réfléchir en plus à cette blague-là. Vraiment, comment j'allais l'amener. Comment j'allais l'amener. Tout ça, ça m'a tellement que j'ai ri que ça m'a fait oublier la question. En fait, c'est quoi tous les frais qui sont associés Oui. à l'achat d'une maison, de A à Z, que ça part Parfait. du petit frais au gros frais. Parfait. Excellent. Donc déjà, vous pouvez me suivre sur Instagram. J'ai fait une vidéo On là-dessus. partagera ton Instagram, t'inquiète Merci, frérot, on a c'est compris. bon. t'inquiète. C'est bon. Donc déjà, vraiment, frais cachés. Donc on va avoir les frais de déménagement. D'accord. Mhm. On va avoir la taxe de bienvenue. Donc, c'est quoi la taxe de bienvenue? Dès que tu achètes, il y a le... La bienvenue. Bienvenue, c'est ça. En fait, c'est quoi l'histoire? C'est pas parce que ça s'appelle taxe de bienvenue pour dire bienvenue. Ouais. C'est que le juge qui a signé
Ça, il s'appelle Maître Bienvenu. Ah, ok. d'accord. Exact. Ça allait bien avec le. On va l'attraper, on va trouver Ah, celui-là. j'ai il va bien voir, là. vu les Théo, Bienvenue. C'est ça. En anglais, moi, je disais Welcome Tax au début quand je venais. Sérieux? Non, vraiment. Je pensais que c'était. Je disais Welcome Tax. Mais tu sais, tout le monde pense que c'est vraiment. Moi ça, aussi, hein. je crois Ouais, que non. c'était. Non, vraiment, c'est le juge qui a signé ça. Il s'appelle Ok. Maître Bienvenu. Ok, d'accord. Ensuite, après la taxe de bienvenue, tu vas avoir toujours des taxes scolaires qui vont être reliées à la maison, des taxes municipales qui vont être reliées à la maison. Ensuite, c'est important d'avoir un petit fonds. Si tu achètes une maison, tu n'as pas de frais de condo, un petit fonds mensuellement parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la maison. Ouais. Qu'est-ce que tu Il y a veux faire? d'entretien, c'est beaucoup d'entretien une maison. D'entretien. Exactement. Donc, tout ce qui est frais d'entretien. Ensuite, tu as les assurances. Tu as ton hydro que tu dois payer, que tu sois locataire de toute façon. J'ajouterai une chose. Les assurances, est-ce que tu parles de l'assurance mensuelle pour la maison ou est-ce que tu parles des assurances que tu prends si tu mets juste un 5%? Ouais, c'est ça. En fait, l'assurance que tu prends quand tu mets le 5%, tu ne la calcules pas vraiment parce qu'elle est déjà. Parce que ça, Incluse. exact. Elle est déjà incluse dans tes paiements hypothécaires. Mhm. Donc, quand tu as un prêt assuré SCHL, donc dès que tu mets moins que 20% de mise de fonds, Samy, je vois qu'il est bien calé en passant en immobilier. Ouais. Il rigole Moi, pas. je vais devenir Ouais, agent. il rigole pas. Très bien calé. D'ailleurs, est-ce qu'il t'a parlé de sa future plateforme potentielle ou tu préfères garder Oui, ça Mais non, mais lui, il m'a beaucoup aidé d'ailleurs, je tiens à le souligner. Ah, il m'a il montré t'a donné plein un de peu, choses un aussi, peu de ouais, feedback. absolument, ouais. Ok, c'est cool. Non, c'est non, cool. c'est très bon. Sincèrement, On n'est pas là pour moi, on n'est pas là non, pour je ça. commence à sincèrement, je commence à l'utiliser. C'est une plateforme vraiment Swelio. Assez D'ailleurs, friendly. Swelio. Ouais, Swelio, Ah, allez checker ce que fait Swelio. Ça n'a pas été préparé avant de venir, ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre frais? Taxe scolaire, taxe municipale. Assurance, comme tu disais, quand on parle d'assurance, c'est vrai qu'il y a des frais. Quand tu mets moins que 20% de mise de fonds, tu as des frais SCHL, c'est pour assurer, c'est des frais, c'est pour assurer en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe quand, si je veux rentrer dans les technicalités, par exemple, Ouais. de ces frais-là de la SCHL, c'est quoi? C'est que en fait, si tu mets moins que 20% de mise de fonds, c'est comme si c'était pas la banque qui te prêtait l'argent. On va dire, c'est la SCHL qui assure le prêt. Donc, si jamais tu payes plus, c'est la SCHL puisque ils ont Qui est t'as payé garante, pour qui est garante de la maison et c'est pas RBC par exemple avec qui tu D'accord. fais affaire. C'est pour ça que tu payes ces frais d'assurance. Souvent les gens ils savent pas pourquoi ils payent, ils disent ouais je paye des frais Ouais. d'assurance, mais c'est vraiment pour ça que tu payes des frais. Ensuite c'est vraiment ça les frais que tu vas avoir quand tu achètes une propriété. Mais t'as pas aussi les frais de notaire? Oui, c'est vrai, tu as les frais de notaire. Attends, c'est très, moi qui très ai agent, importants. c'est Non, toi, non, je c'est rigole. vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, tu as Ouais. les frais de notaire. C'est sûr que pour pouvoir devenir propriétaire, c'est sûr qu'il faut notarier ça. Donc, le vendeur, il va avoir des frais de notaire et l'acheteur, il va avoir des frais de notaire. Et ces frais-là, ils tournent autour de 2000 $. D'accord. Donc, si on englobe le Tout, et c'est ça. dépendamment du prix de la maison, ça va tourner, on va dire, autour de 10 000 $. De frais. D'accord. Ah ouais, Donc quand même. bah, c'est bien, tu Ouais. vois, qu'on le sache parce que comme Ouais. on pense qu'acheter une maison, c'est le prix de la maison. Maintenant, il y a tous ces petits frais qui viennent Exact. avec. Bah, Exact. écoute, merci beaucoup pour la clarification. D'accord. Ça fait plaisir. Et j'ajouterai une chose, le 10 000 $ de frais, c'est hors mise de fonds, on est d'accord? Bien sûr, c'est hors mise de fonds. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait le courtier hypothécaire pour s'assurer comme quoi tu as cet argent-là? Il te demande tout le temps à peu près 1,5% de la valeur de la maison. Il te dit, il faut que tu aies cet argent-là de côté. Donc, dans ce En pourcent que fait, tu- il inclut Exact. le. Et tu mets minimum 5% de mise de fonds pour acheter une maison. Tu rajoutes 1,5% à peu près pour vraiment inclure tous ces frais-là. J'ai dit 10 000 $, mais pour le courtier hypothécaire en passant, c'est 1,5%. Mais en général, ça tourne autour de ça pour une maison de 400 500 000. D'accord, ok. Ouais, super intéressant. Bah, écoute, merci beaucoup. Déjà, on en a appris énormément sur l'immobilier. Merci d'avoir partagé ce que tu sais faire. Hein. Puis honnêtement, j'espère que vous en aurez appris vous aussi un peu plus. Absolument. Et puis ouais. on a passé un bon moment, ça on a fait- bien rigolé, on a bien parlé. Franchement, merci d'être prêté au jeu. Alors, tu as trouvé Non, comment ça cette fait première plaisir. Non, expérience, vraiment, j'ai Thibaut? vraiment beaucoup aimé. Cheers. Vraiment. Moi, il est vide maintenant, je l'ai fini. On a- On a tout. En fait, c'était nous, on était plus stressés que Ouais, toi. je te jure, il était comme ça. Ouais, c'est ça. Non, vraiment, c'était très, très cool comme expérience. C'est la première fois d'ailleurs que je fais un podcast. Donc, j'apprécie vraiment d'avoir pensé à moi. Bah, un Pour- grand plaisir de t'être pour avoir libéré aussi, l'opportunité de venir d'avoir parler, eu et du puis temps. Samy, je le connaissais depuis un certain temps. On s'était rencontrés dans une soirée de 20 ans, réseautage. 30 ans, c'est quoi? C'est ça. le Non, on s'était rencontrés dans une Absolument. soirée de réseautage il y a à peu près un an et demi, si je me trompe pas. Et puis on avait bien connecté. Donc, Mais justement, tu fais beaucoup de soirées de réseautage sûr. aussi, je suppose. Pour, très, dans très le- important de Ouais, faire ouais. des soirées de réseautage parce que, encore une fois, la visibilité, c'est le plus important Ouais. en tant que courtier Ouais. immobilier. Moi, je veux que maintenant, dès que vous pensez à immobilier, vous pensez à Camille. Ah, Non, mais en c'est tout cas, normal, moi, si j'achète une propriété, je passerai par toi. Merci beaucoup.
beaucoup, Camille, j'apprécie Inch'Allah. énormément. Même les personnes qui j'apprécie. verront ce podcast ici au Canada. Puis on mettra de Inch'Allah. toute façon, comme je t'ai dit, tes réseaux, comme ça. Excellent, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup, Camille, d'être Ça fait venu plaisir. aujourd'hui. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Bah, je peux finir par une citation de la fin. J'aime Ouais. beaucoup les citations. Donc, une de mes citations préférées, c'est quoi? C'est chasse le naturel, Il revient il au revient galop. au galop. Eh Voilà. oui, on l'a Ils se connaît. connaissent en plus, ces deux gars, ça m'énerve. T'as préparé en Non, avance. c'est ça, on dirait. Non, vraiment, c'est une de mes expressions préférées. super. Merci beaucoup pour la citation. D'ailleurs, Ça ça fait serait plaisir. pas mal qu'on finisse d'ailleurs les podcasts à l'avenir Avec une sur une citation. petite citation qui marque tout à chacun. Vas-y, je vais aller voir tous les trucs de Sun Tzu, etc. L'art de la guerre. et hop, yallah. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci Camille.